Bonjour à tous, ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez. Nous entamons aujourd'hui la deuxième partie de l'épisode consacré à la maladie de Crohn et à la rectocolite hémorragique, toujours en compagnie de Marvin et Lisa. Vous remarquerez que je prends beaucoup la parole, parfois plus que mes invités, qui pourtant ont des choses très pertinentes à partager. Mais il me semblait essentiel pour vous comme pour moi d'apporter le plus de précision possible sur ce sujet. Dans cet épisode, nous parlons en détail des traitements, des hospitalisations, ainsi que de quelques anecdotes, parfois gênantes, d'autres fois encourageantes, qui nous ont permis de mieux comprendre notre maladie et surtout d'aller mieux. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous encourage vivement à le faire, afin d'avoir tout le contexte. Je vous invite également à liker, commenter et partager l'épisode pour contribuer à la visibilité du podcast. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok @bougieparfumée.podcast. En attendant, je vous souhaite une très belle écoute. Je suis Barbara et vous écoutez Bougie Parfumée. Bon épisode. Alors, rebonjour à tous les deux. Bonjour. Du coup, est-ce que vous pouvez vous représenter rapidement pour les personnes qui n'auraient pas écouté la première partie, savoir de quelle maladie vous êtes atteint, etc., etc. Bien sûr. Moi, je m'appelle toujours Marvin, j'ai toujours 34 ans et toujours atteint d'une maladie de Crohn depuis l'âge de mes 16 ans. Et moi, c'est toujours Lisa, j'ai toujours 27 ans. Et j'ai toujours une RCH depuis 2023. Okay. Et moi, toujours Barbara, pour vous servir. Toujours 37 ans. Et moi, j'ai une maladie de Crohn depuis l'âge de 25-26 ans. Donc, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Donc, dans la première partie, on s'était arrêté donc, sur les effets secondaires de la maladie et du traitement. Donc, les effets secondaires, que ce soit physiques, un peu plus psychologiques, etc. On a aussi un peu évoqué les traitements dans la première partie. Mais je voulais revenir sur le traitement donc, qui a été mis... qui est mis en place, qui fonctionne le mieux pour vous, etc., tu vois. Parce que donc on a parlé donc des comprimés, on a parlé des granulés, etc. Mais on n'a pas été en détail sur les stylos auto-injectés. Qui sont venus un peu plus tard du coup, et ça en fait donc pour préciser c'est des anti-TNF alpha. Donc c'est pas vraiment des immunosuppresseurs, c'est en gros le TNF alpha, c'est une protéine qui est produite par le système immunitaire et qui joue un rôle clé dans la réponse inflammatoire, donc en activant des cellules immunitaires, etc. Et en déclenchant l'inflammation. Sauf que dans notre cas précis, cette protéine, elle est produite en excès et c'est ce qui crée justement l'inflammation de la maladie de Crohn ou de la RCH. Et donc, les stylos auto-injectés, donc toi, ça s'appelait comment déjà ? Humira, moi, c'était. Humira ? Ouais. Moi, ça s'appelle Remsima. Ouais, je vois. Et c'est ce que j'utilise aujourd'hui. C'est pas les mêmes molécules, en fait, utilisées dedans. Ok. Ouais. Alors, mais les deux sont des anti-TNF, oui, pour le oui. coup. Après, moi, dans les composés, t'as des trucs qui diffèrent. Ouais, je suis pas assez calé sur ces traitements-là, mais en gros, je crois que ce serait une réponse biologique, plus biologique. Ok. C'est pas un médicament, finalement, c'est plus une réponse biologique de ton organisme. Il va te le... Bon, on va schématiser ça en mode, ça dirige on va dire, pas ton microbiote, mais ce que tu as à l'intérieur de toi pour limiter cette inflammation. D'accord. C'est vraiment quelque chose de biologique, ouais. Ouais, antérieurement à ça, moi, j'avais un traitement qui s'appelle Remicade. Ouais. En gros, c'était très, très invasif dans le sens où toutes les 8 semaines, je devais aller à l'hôpital pour me faire une perfusion de ce traitement. Ok. Mais c'était aussi, je crois que c'était un anti-TNF aussi. Mais j'y réagissais mieux en termes d'effets secondaires. Je pense que c'est le moment où j'ai un peu vécu ma best life, dans le sens où j'avais pas trop les épisodes de fatigue comme je peux en avoir aujourd'hui. Déjà, ça me faisait pas prendre de poids.
tu vois. J'étais pas gonflée, j'avais pas tout ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc il y a eu Rémicade, donc voilà, pendant plusieurs années. Et en fait, si tu veux, c'était les premiers sur le marché. Donc ils avaient le brevet, ils avaient tout le marché, quoi. Et au bout de 10 ans, en gros, la concurrence a le droit de créer un générique. Et l'hôpital est passé au générique parce que moins cher. Et donc, c'est là que ça a commencé la descente aux enfers pour moi, en termes d'effets secondaires. Donc, toujours pas de crise, toujours en rémission, pas de problème et tout. Mais par contre, tous les effets secondaires, à savoir l'acné, la prise de poids, la fatigue, les symptômes dépressifs et tout, sont venus avec le générique du Rémicade. Je me rappelle même plus du nom, tu vois. Et tu peux pas demander l'original, genre... Bah, j'ai demandé. Et ils m'ont dit, ah non, mais nous, on a économisé 1 million d'euros. J'ai envie de dire, mais j'en ai rien à secouer, en fait. Toujours un souci d'argent. Tu vois. Et donc, voilà, quoi. Donc, ils m'ont dit non. Mais et t'as pas des cliniques privées? Ouais, mais en fait, à un moment... En fait, c'est tellement... Ils sont tellement pas à l'écoute que t'as pas envie de te mettre dans une situation où tu dois encore te confronter à un ego de merde, de médecin qui est au-dessus de voilà, qui connaît de tout, mieux que tout le monde qui touche plus le sol, quoi. Donc, en fait, tu te dis, bon, bah, ok, tant pis, tu vois. Et il y a eu une fois où... bah justement, quand ils ont fait le switch, je pense que mon corps, il était un peu en mode, bah, c'est un peu de la merde, ce truc. Enfin, un peu moins bien que l'autre, en tout cas, parce que il y a eu un moment où j'ai eu un mini retour de crise, mais vraiment rien d'alarmant par rapport à ce que j'ai pu vivre avant. Et donc, j'en ai parlé au médecin. Et comme toi, Marvin, ils m'ont doublé la dose. Oui, parce qu'ils optimisent le traitement. Ouais, mais en fait, doubler la dose ne veut pas dire que... Enfin, et c'est là, en fait, du coup, j'en avais trop. Et donc, c'est là aussi que les problèmes se sont intensifiés. C'est ça. Tu vois, d'effets secondaires. Parce que bah, t'en as trop, donc tu vois. Ouais. Et voilà. Mais du coup, bah, vu que j'en avais marre de grossir à vue d'œil, de le dire au médecin et de me dire... Et lui, il m'envoyait balader en mode, mais non, c'est pas le traitement. Cliniquement, ce n'est pas prouvé qu'il fait grossir et que... on me l'a sorti, cette salade. Alors que le premier truc, quand tu tapes maladie de Crohn sur Google, grossir. Tu vois, enfin, limite, c'est le premier truc qui sort. Dans tous les forums, t'as des gens qui... voilà. Et puis quand j'allais faire mes perfusions, j'ai discuté avec des gens qui venaient aussi faire des perfusions... ou pour la même chose que moi, ou pour des cancers et autres. Et il y avait une nana qui, elle, avait eu un Crohn super tard, à 40 ans, et elle me disait, non, mais moi, j'ai pris 50 kilos et tout, donc, tu vois, vraiment, il y a un terrain, quoi, mais... C'est pas prouvé, mais voilà. En tout cas, on remarque que les liens entre les deux sont assez proches. Et puis, c'est qu'en fait, statistiquement, comme c'est une réussite... le fait d'être en rémission, et ben eux ils s'en fichent des effets secondaires qui sont esthétiques finalement, tu vois. Mais voilà. Et mais par contre, le médecin il va pas se gêner de me dire vous avez grossi depuis le début qu'on se voit, non? Bah oui. Oui, je te l'ai dit en fait. Sans gêne. Ouais. Ça par contre, il sait me le dire, mais trouver une solution ensemble, machin, que dalle quoi. Donc, bon, après, tu finis par faire les choses de ton côté. Bah, en fait, c'est ça, c'est à un moment donné, c'est à toi de chercher ce qui est le mieux pour toi, même en termes de suivi. Mais c'est pour ça qu'on se sent seul, parce que déjà, d'un rendez-vous à l'autre, moi, je sais que j'ai 6 mois au moins, voire plus. Et donc, ça, et puis quand tu poses des questions, on te répond, mais... J'ai l'impression que ça les fait chier des fois. Bah, et puis ils sont pas... En fait, c'est qu'ils se mettent pas forcément à jour sur ces sujets-là, parce que eux ils traitent la conséquence, à savoir le fait que tu sens d'inflammation, voilà, mais ils vont pas traiter la cause, la source, à savoir ton état mental, ton état environnemental, ton alimentation, etc. Tu vois. Moi, c'est à partir du moment où j'ai décidé de voir une naturopathe que ma vie a vraiment littéralement changé, quoi. Bon, déjà avec le suivi psychologique que j'avais fait en amont, mais les derniers jalons, entre guillemets, ça a été de voir une naturopathe qui m'a permis d'avoir un régime alimentaire adapté. Et ça m'a changé la vie, quoi. Mais ça, c'est dommage, hein. Excuse-moi. Non, pardon, vas-y. C'est dommage, parce que tu parles de la naturopathie, c'est de la médecine alternative, et eux, ils se rendent pas compte que ils se tirent enfin, c'est plus les médecins conventionnels qui vont un peu descendre ce type de médecine, alors qu'en fait, les deux sont complémentaires. Exactement. Et moi, je pense qu'il devrait avoir une
Et Bah, l'un ne vraiment, remplace elle est pas du pas tout l'autre. en mode, tu vois, comme on peut l'imaginer, elle est pas à brûler de la sauge et à dire Bah, oui, c'est les ça, énergies, en machin, fait. pas du tout. Elle est hyper pragmatique. Au contraire, c'est plus une coach en alimentation d'ailleurs. Exactement. Si on veut. Et moi, je pense qu'il devrait plus, enfin, la médecine devrait plus tendre à ça par la suite. Et elle avoir me un disait suivi. que tous les ans, ils ont des formations de, C'est ça, ouais. mise à jour, etc. Chose que, elle me disait, bah, pour donner un exemple, que son mari est lui, chirurgien ou je sais plus quoi, Ouais, tu vois. médecin traditionnel, quoi, et enfin, médecin actuel en tout cas, moderne. et elle disait que lui, il a jamais refait de formation depuis quand il était interne. Fou, Et que sur l'alimentation, ils ont eu genre 2 heures de formation et merci, au revoir. Ok, ouais. Alors que c'est quand même Puis on n'est pas informé. On n'est pas informé. Enfin, moi, je sais que, par exemple, par rapport à mon alimentation, parce que la RCH, ben, tu as des choses qui vont favoriser les crises, tout ça. Je sais que c'était toi qui, à l'époque, parce qu'on en avait parlé, je sais plus comment on s'en était rendu compte, mais on en avait parlé, et c'était toi qui m'avais envoyé une sorte de tableau avec les aliments inflammatoires, etc. Ça, c'est un truc... Ou alors je me trompe et là je m'excuse et au moment où j'ai été diagnostiquée, elle m'en a donné parmi les papiers que j'ai eus et j'ai pas capté, mais j'ai pas le souvenir qu'on en ait parlé et j'ai pas le souvenir qu'on m'ait donné un truc en mode alors maintenant il va falloir essayer d'adapter. Non, en fait c'est t'as la RCH, je te donne ton traitement et démerde-toi et au revoir. Et ça vraiment j'ai pas de souvenir vraiment qu'on m'ait dit là à partir de maintenant Lisa, ta vie, elle change. Il faut que tu fasses attention à ce que tu manges parce que, oui, si tu manges des pommes de terre, oui, si tu manges des pâtes, du pain, du ci, de ça, et ben ouais, ça va favoriser tes crises, ça va empirer ton état, ça... Mais complètement. Ça, je l'ai pas eu, quoi. Et ça me faisait rire quand j'allais à l'hôpital à l'époque où j'étais sous perfusion, là. Il me disait, vous avez un régime spécial ? Bah non, du coup. Parce que personne m'a jamais dit qu'il fallait que j'aille... Et moi, ça me faisait tiquer à chaque fois. Je me disais, ok, donc je peux avoir un régime spécial, mais lequel ? On m'en a jamais parlé, tu vois. Mais vraiment, c'est encore une fois la montée de l'Everest solo sans Sherpa, où tu fais tes recherches. Des fois, ils vont me donner une petite brochure comme ça, histoire de dire, mais moi, je t'avoue que je la consultais pas forcément. Bah oui, après à leur décharge quand même, ils organisent régulièrement, à raison de 2 ou 3 fois par an, des journées spéciales autour des MICI. En tout cas, à l'hôpital où moi j'étais traitée. Mais il faut le savoir. Ouais, et en fait, ils t'invitent. Hein. Mais moi, j'y suis jamais allée parce que j'ai jamais rien reçu dans la sorte. D'entendre l'autre, voilà, je vais pas dire son nom, mais mon médecin. Moi, je l'ai vu entre 4 yeux et je vois bien que ce mec-là, il est pas à l'écoute, donc j'ai pas envie d'aller l'écouter, en fait. Tu vois. Alors, bien sûr que après, il y a l'après-midi, il y a des ateliers, il y a des choses comme ça qui sont mis en place. Donc, franchement, j'invite toute personne qui a une MICI et qui se sent seule à participer. Hein. Je pense que, en vrai, voilà, je pense que ça peut vraiment aider. Mais moi, j'ai tellement fait mon parcours solo et je me suis tellement renseignée de mon côté et tout que j'en ressens pas le besoin. Mais pour les personnes qui sont au balbutiement ou qui sont perdues, en vrai, renseignez-vous là-dessus parce que ça peut être vraiment intéressant, quoi. Après, je trouve qu'il y a un côté... Alors après, c'est peut-être moi dans le stade auquel je suis dans mon parcours par rapport à la maladie, mais ce truc d'aller à une conférence ou des trucs par rapport à ça, ça me fout un peu le cafard dans le sens où je me dis flemme, genre flemme d'aller à un endroit, j'aurais un peu, c'est peut-être grave ce que je vais dire, mais j'aurais un peu l'impression d'aller aux alcooliques anonymes, tu vois, genre d'aller à un truc où tous les gens sont malades, de parler de ça. Alors peut-être que certains ils vont retrouver du réconfort et c'est très bien, mais là, moi, tel que je suis maintenant, je sais pas, ça me fout un peu le cafard, genre est-ce que c'est parce que je suis encore un peu dans un déni, tu vois, mais je comprends. Je trouve ça un peu c'est un peu chiant, quoi. C'est l'approche un peu scolaire de la chose. C'est ça, on va tous se réunir, on a tous la même maladie et puis on va en parler pendant 3 heures, on va entendre parler à un mec. C'est ça. Je sais pas, je crois que je suis pas prête pour ça. Voilà, c'est marrant parce qu'on est en train d'en parler au final, mais c'est pas pareil parce qu'on a une discussion entre nous et qu'on pourrait avoir à n'importe quel moment. Mais aller écouter un mec comme ça dans une salle avec plein de gens malades et de se dire waouh. Mais surtout que lui, en théorie, il est pas atteint de la maladie, donc même s'il la connaît c'est ça qui est de manière théorique, en pratique, il sait pas vraiment ce qu'on vit, quoi. Tu vois.
Et pour revenir à ce que je disais sur la naturopathie, elle m'a établi un diagnostic, entre guillemets, où elle m'a dit, bah voilà, tous ces aliments-là, ils sont inflammatoires. Donc, t'as des légumes qui rentrent dedans. Je l'avais dit dans un autre épisode, mais qu'en gros, t'as des légumes, en gros, qui sont aujourd'hui dans la production de masse, comme on fait aujourd'hui. Les légumes, ils sont cueillis plus tôt qu'à maturité. Et donc, ils dégagent une toxine qui s'appelle la lectine, qui, en théorie, quand tu cueilles le légume mûr, et le fruit aussi, cette lectine, elle n'est plus dedans. D'accord. En fait, la lectine sert à se défendre contre les insectes et autres qui voudraient les manger, quoi. Et quand tu les cueilles avant la maturité, elle est encore dedans. D'accord. Et donc, nous, quand on mange ça, c'est ultra inflammatoire. Pour une personne qui n'est pas malade, je savais pas, tu vois. Voilà, ça n'a pas d'incidence. Mais pour nous, ça l'est. D'où les épisodes de fatigue de ouf, parce que inflammation constante, etc., etc. Et problèmes de peau, eczéma et tutti quanti, quoi. Et donc... du fait de modifier mon alimentation, mais ça vraiment en l'espace de 3 semaines, 1 mois, ça a tout changé, quoi. Et donc vraiment j'ai eu ce regain d'énergie aussi, de me rendre compte que en fait j'ai mal nulle part. Un jour j'étais dans le métro et je me dis putain, j'ai mal nulle part. Ouais, ça c'est... Et vraiment le constat, tu sais, j'ai limite eu envie d'en pleurer, de me dire putain, mais en fait, ça fait des années que j'ai mal tout le temps et que, en fait, comme t'as mal tout le temps, ton corps s'en accommode. Et pour toi, c'est ta nouvelle normalité. C'est un vrai truc que tu pointes, ça, c'est qu'on a l'impression d'être chiant. En fait, on a toujours mal quelque part. C'est ce que je me dis, j'ai toujours un pet de travers. Ouais. Et des fois, tu vois, notamment mon mec qui, lui, est pas malade, des fois, il me dit, mais t'as toujours mal, c'est pas possible. Genre, t'as toujours mal quelque part. Genre, et des fois, je me dis, mais il doit penser que j'exagère ou que je suis une chochotte ou que j'exagère pour me faire plaindre ou quoi, mais c'est que réellement, t'as l'impression, soit t'as plusieurs symptômes en même temps, soit t'as toujours un truc qui vient te faire chier, quoi. T'as mal au dos, t'as mal au ventre, t'es fatigué, et du coup, t'as l'impression d'être casse-couille, quoi. Enfin, concrètement, c'est vulgaire ce que je dis, mais c'est ça, quoi. Moi, je rebondis sur ce que tu as dit. C'est vrai qu'à force d'avoir mal tout le temps, tu t'y accommodes. Et même les médecins, quand je leur expliquais un peu ce que j'avais, même à travers toutes les analyses qu'ils ont pu faire, ils ont dit, mais en gros, vous êtes habitué à la douleur, parce que n'importe quel autre patient, on va dire, par rapport à une échelle de douleur, ne le supporterait pas aussi bien que vous, au quotidien. Mais après, moi, je voyais plus ça comme une gêne, à force. Ouais, c'est ça, c'est en fait, tu t'en préoccupes plus, quoi. Juste, tu vis ta vie et... Puis, j'ai ça, je vais respirer un bon coup. Des fois, moi, je buvais un grand verre d'eau bien frais pour un peu calmer la douleur. Enfin, c'est que des petits trucs comme ça que tu mets en place, en fait, dans ton quotidien, quoi. C'est ça. Moi, c'est pas plus tard qu'hier, j'étais au boulot et d'un coup, j'ai une crampe au niveau du ventre, mais qui m'a prise, mais une douleur où j'en ai arrêté de respirer pour gérer. J'ai même pas crié ou quoi, c'était juste, tu peux plus respirer, tu peux plus crier, tellement la douleur, elle est haute. Ouais, comme le coup de couteau. Ça te paralyse, c'est ça se tord. Et je me suis arrêtée, j'ai même fermé les yeux parce que je pouvais rien faire, en fait, j'étais bloquée. La douleur a duré peut-être 10 secondes et elle est partie. Mais sur les 10 secondes où ça a duré, t'as l'impression que tu vas mourir, en fait. Et j'ai eu cette douleur. Et puis après, j'ai recommencé à travailler comme si de rien n'était. Et je me dis, mais est-ce que c'est normal, genre, d'avoir une douleur aussi forte, comme si t'allais canner littéralement, et de retourner, genre, en mode de... J'ai envoyé juste un petit message à mon mec en mode de, je viens d'avoir une douleur, ça m'a fait hyper mal et tout. J'ai des douleurs comme ça aussi. Même encore aujourd'hui, j'arrive pas à savoir à localiser, c'est très compliqué, quoi. Non, mais ça vient c'est comme si on mettait un coup de couteau au niveau du rectum ou je sais pas trop quoi, c'est très intense. Ça, je vois, mais c'est pas ça que j'ai eu, mais je vois exactement, et ça, c'est autre chose, mais nous, ça nous le fait pendant les règles. Ça te prend d'un coup, t'as l'impression que tu vas... Ça me l'a pas fait, ça. Moi aussi, et en effet. Mais c'est encore autre chose, le coup de couteau, là. Parfois, je suis en train de parler avec... je suis en train de parler, puis d'un coup, je suis là comme ça, moi, c'est pareil, du coup, je me concentre pour pas penser à la douleur, mais elle est là, et ça part au bout de 10 secondes. Ouais, c'est ça. C'est un mauvais moment. Et des fois, c'est un P qui passe... Alors moi, je me demande si c'est pas ça, du coup. Souvent, c'est un gaz, en fait...
c'est un gaz coincé, je sais pas, exactement. quelque part dans l'intestin. C'est vrai. Moi, je ressens ça comme ça, mais c'est hyper douloureux et franchement, c'est à gérer, c'est pas évident. Ah bah moi, ça me l'a fait hier, mais c'est vraiment pendant 10 secondes, t'as l'article de la mort. Ouais. Et puis après, je reprends le boulot et tu dis, bah de toute façon, on y va. Hein, quoi. Et c'est spécial. Hein. Ouais. Et pour finir, donc sur la naturopathe, là, un autre truc aussi que j'ai constaté, donc meilleure peau, meilleur sommeil et tout ça. Et aussi, elle m'a apporté un truc qui est vraiment vital et essentiel. Je me dis, mais comment les médecins, un truc aussi basique, ils sont même pas capables de te le dire. C'est en gros, elle m'a dit, il faut te supplémenter en vitamine D. Mais pas genre les ampoules que les médecins ils te prescrivent là et que tu prends une fois par an. Non, c'est tous les jours, tu prends 2 gouttes de vitamine D et tu verras la différence. Ouais, on n'est pas dans un endroit très ensoleillé. Voilà. C'est pour ça que j'ai déménagé. T'as bien fait. Et donc, tu vois, depuis que je fais ça, je tombe plus malade. J'ai plus de grippe, Covid, machin. Je vous disais dans la première partie que tout y est passé. Là, j'ai plus tout ça. Et ça, je le dis pour toute personne, même ceux qui sont pas malades, supplémentez-vous en vitamine D, quoi. C'est la vitamine dont on a le plus besoin pour notre système immunitaire. Donc, encore plus, a fortiori, pour les personnes qui ont une MIS-I, quoi. Et il y a le fer aussi. Parce que ça, c'est ça aussi qui provoque le fait qu'on soit aussi fatigué, le manque de fer. Parce que le fer, en fait, permet de créer de l'hémoglobine et donc... faire mieux circuler l'oxygène dans le sang, etc. etc. Et donc, tu vois, typiquement, en ce moment, je suis anémié, je suis hyper fatiguée. Mais vraiment, l'autre jour, je me suis levé, je sais pas, il devait être 10 heures, donc déjà pas tôt, tu vois. J'ai pris un petit déj, je me suis posée sur mon canapé, je me suis endormie. Ouais. Je me réveille une demi-heure après, je fais putain... Bon, après, j'ai dû boire un thé, je me suis rendormie. En fait, dès que j'ingérais quelque chose, mon corps, il se mettait en veille, genre, attends, c'est l'heure de la digestion. Ça me le fait souvent, ça, même encore maintenant. Je mange, et une demi-heure après, bim, je tombe en coma, et... Puis la tête lourde, en fait. Ouais. La tête lourde, enfin, je sais pas, c'est une sensation trop chaude. Non, mais c'est... Ouais, t'es dans le brouillard, comme on disait... Exactement, ouais. Comme un lendemain de soirée, un peu, hein. Mais tout le temps. Du coup, est-ce que vous pensez qu'un arrêt complet du traitement, c'est envisageable ou pas ? Moi, actuellement, c'est le cas, mais voilà, c'est suite à mon opération, du coup. Mais il faut quand même que je fasse un check-up pour savoir si, oui ou non... je dois... si déjà, si ça revient, forcément, ils vont le voir si je fais une coloscopie de contrôle. Mais... Oui, de toute façon, c'est clair et net qu'un arrêt du traitement est envisageable à partir du moment où tu as fait le nécessaire au préalable, quoi. Ouais. Mais toujours avec l'avis quand même d'un spécialiste. Ouais. Moi, je sais que sans avis de spécialiste, j'ai arrêté mon traitement l'été dernier. Je l'ai fait, mais bon, ça m'a pas... Mais toi, tu l'as arrêté longtemps en plus. Hein, mais... Ouais, mais moi, voilà, le problème, c'est que j'ai... En fait, c'est que c'est revenu un peu violemment, mais pendant 3-4 ans, t'étais tranquille, en fait. En fait, si tu veux, c'était compliqué parce que moi, je l'ai arrêté comme ça, sans demander l'avis à personne. Et voilà, j'ai été soumis à des conditions extrêmes de par mon ancien métier. Donc, ouais. Moi, j'ai arrêté 4 mois cet été parce qu'en fait, j'avais un vaccin à faire. Et c'est un vaccin actif, vivant, je sais plus comment on dit exactement. Mais en gros, les vaccins comme ça sont incompatibles avec notre traitement. Parce que vu qu'on a du coup une baisse d'immunité, si tu fais un vaccin actif, tu peux développer la maladie, tout simplement. Donc, c'est bon. Enfin, tu vois, c'est même ça. Non, mais parce que je suis absolument pas au courant de ça et en fait, personne me l'a dit, quoi. Parce que moi, j'ai fait un vaccin il y a pas longtemps, mais c'est le truc des 25 ans, d'ailleurs, que j'ai fait à 27 ans, mais. Oui, bon. Il m'a dit, le médecin, qu'a priori, il y avait pas de problème. Parce que, tu vois, on me l'a pas dit, ça, mais moi, j'ai demandé parce que je me suis dit, mais imagine, il y a un truc d'incompatibilité et ça fait un truc de. Il faut le déclarer systématiquement, de toute façon. Mais donc moi, il fallait que j'arrête pendant 3 mois le traitement pour qu'il sorte vraiment de mon système sanguin, etc. Quoi. Okay. Et donc, au bout des 3 mois, j'ai fait mon vaccin. Et après, il fallait encore attendre 1 mois avant de reprendre mon traitement. Quoi. Et donc, pendant ces 4 mois, franchement, trop bien. Je me disais, putain, peut-être que je vais arrêter à tout jamais et tout. Sauf qu'en fait, je me suis fait une frayeur... j'étais en vacances en plus. Et je sais pas, pendant 5 jours, constipée.
Et oui, parce que j'avais dit dans la première partie que mes premiers symptômes, etc., c'était la constipation quand j'étais plus jeune et tout. Mais une fois que la maladie a été déclenchée, la constipation, c'était un lointain souvenir, évidemment. Je connais exactement ce truc. Et donc là, ouais, pendant 5 jours, voilà, constipée. Du coup, j'ai grave mal au ventre. Ça joue de ouf sur mon moral. Vraiment, je suis dans le down, ça me déprime. Ouais, c'est horrible comme ça. Parce que je me dis, putain, mais je vais jamais m'en sortir de cette maladie. Voilà, j'ai arrêté pendant 3 mois et voilà ce qui se passe et tout. Et vraiment, j'étais en boucle dans ma tête. C'était atroce. Et en fait, j'en ai eu marre. Et je me suis dit, attends, non, mais là... Et en fait, je pense que peut-être j'étais en train de me faire une occlusion, sans m'en rendre compte, tu vois. Et parce que j'avais pas de symptômes de Crohn à proprement parler, si ce n'est ce truc présent. Et donc, je suis rentrée au Airbnb, là. J'ai pris, je sais pas, 2 litres de flotte. J'ai tout bu. Mais genre, en 10 minutes, j'ai bu 1,5 litre d'eau. Et là, du coup, pour le coup, ça a tout débouché, quoi. Je suis allée aux toilettes, mais genre, je me suis vidée. Sauf que j'avais extrêmement mal au ventre. Mais comme j'ai rarement eu mal au ventre, c'était l'enfer. Genre, vraiment... Non, mais les douleurs occlusives, c'est horrible. Hein. Moi, je crois que j'étais en train de mourir quand ça m'est arrivé. Et après, ça a été mieux, mais instantanément. Mais voilà, vu que ça m'a fait une frayeur et tout, du coup, j'ai repris mon traitement 1 mois après ça. Un autre truc, tu vois, c'est que j'ai parlé au médecin de comment ça se passe si je veux avoir un enfant par rapport au traitement et tout. Et lui, non, mais il faut surtout pas arrêter. C'est très bien supporté par le fœtus, machin, gna gna gna. Moi, je rentre chez moi, je fais des recherches, je vois que oui, ok, c'est très bien supporté, sauf qu'en fait, ça va dans le système immunitaire du fœtus et que donc, à la naissance, il faut surtout pas lui faire les vaccins parce que, encore une fois, vaccin vivant, traitement. Et donc, y a des personnes qui savaient pas et il y a eu un cas de bébé qui a été mort à la naissance à cause de ça. Parce qu'il avait le traitement dans le sang, il a fait les vaccins, enfin les parents lui ont fait faire le vaccin et il en est mort. Donc, en fait, le choix à faire, c'est où tu continues ton traitement et ton enfant, il est sans vaccin pendant 6 mois, par exemple, 6 mois, 1 an, je sais plus combien de temps ça prend à sortir dans le corps d'un enfant. Ouais. Ou t'arrêtes ton traitement et c'est la roulette russe entre guillemets et puis mais en plus c'est vraiment là mais tu vois tu éveilles des trucs en moi, je ne m'étais jamais posé cette question là non mais plus. T'es obligé de réfléchir à tout quoi. Mais c'est un truc de fou parce qu'en plus quand t'es enceinte forcément t'es déjà chamboulé de base, tu te nourris pour 2, tes hormones, il y a tout qui est chamboulé dans ton corps. Ouais. Quand on a notre maladie, qu'est-ce que ça doit être? Ça, c'est ça fait peur. Ouais. Vraiment, ça fait peur. Et d'ailleurs, sur un autre effet secondaire, je sais pas si c'est dû à la maladie ou pas, mais par exemple, les envies de faire pipi, parfois, ça me prend d'un coup. Genre, ça m'est déjà arrivé de pisser dans la rue parce que là, je peux plus, il faut que j'y aille, quoi. Ça, j'ai remarqué, moi aussi, que j'ai tout le temps, très souvent envie de faire. Alors que, c'est bête, mais avant, pas du tout. Je pense que là, j'ai eu un épisode comme ça aussi, ouais. C'est vraiment récent, ça me le faisait à une période, ouais. Et en fait, c'est horrible parce que t'as l'impression, je me dis, mais quand je vais être vieille, je vais être incontinente et tout. Mais bon, c'est passé, mais c'est vrai qu'il y a des périodes comme ça où c'est maintenant tout de suite, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez... toi, tu l'as un peu évoqué, mais j'allais dire, est-ce que vous avez déjà été hospitalisé par rapport à la maladie et si oui, pourquoi? Moi, voilà, occlusion, abcès également. Ouais. Et voilà, ça a été vraiment les 2 cas de figure, quoi. Occlusion et abcès. Ouais. Malgré le traitement de stylo auto-injecté. D'accord. Et une fois de plus, moi, ce que j'ai pas apprécié à cette période-là, c'est qu'ils rejetaient la faute sur moi en disant oui, mais bon, vous fumez. J'ai dit je veux pas vous cacher, j'ai fumé une clope sur le mois, quoi. Et je suis peut-être sorti 2 fois, quoi. Donc à un moment donné, mais remettez aussi en question. Et puis, dites-vous tout simplement que le traitement n'est peut-être pas efficace. C'est ça. Et puis c'est pas tous les gens qui ont la maladie de Crohn qui fument, en fait. Ouais. Donc, non, puis en plus derrière, voilà, ils se déculpabilisent un peu en disant oui, mais bon, ils justifient en mode de vie qui fait que. Quoi. Oui, voilà. Alors, il y avait ça, et en plus de ça. Apparemment, ce traitement-là, il mettrait quand même plusieurs mois avant de réellement agir et il parlait de 6 à 7 mois, tu vois. Ah ouais. Donc, et à cause de ça, voilà, j'ai été hospitalisé 3 fois et la dernière fois, l'année dernière, j'en ai pleuré. Parce que j'en avais marre. Réveillé à 2h du matin, occlusion. Alors qu'en plus, je devais aller dans la journée, je devais aller me rendre à l'hôpital.
Finalement, j'ai pas pu honorer mon rendez-vous C'était un contrôle, hein, une IRM, je crois, un truc comme ça. Ouais, je suis monté directement au service gastro. J'aurais dit, voilà, j'ai ça là, j'en peux plus. Et ils m'ont gardé. Ils m'ont gardé. Et ça a été la goutte d'eau de trop. Et c'est là que j'ai décidé de faire appel à un CHU à Nice, voilà quoi, parce que dans le Var, en fait, il y a pas trop de. Le service médical, il est pas ouf, quoi. Ouais. D'accord. Donc moi, j'étais obligé d'aller dans les grosses villes, style Toulon, Marseille, ou de l'autre côté, dans les Alpes-Maritimes, ça va être voilà, Nice, Cannes, quoi. Et ça a été le meilleur choix de ma vie parce que bon, bah, ils ont été vraiment à l'écoute de mes attentes et de mon vécu. Et c'est à partir de là qu'ils ont décidé de faire l'ablation de la partie malade. Voilà, quoi. Une résection iléocéliaque par cilioscopie, du coup. Ok. Donc par le nombril. Ok. Donc, et je m'en remets seulement là. Donc là, maintenant, je peux reprendre le sport. C'était en novembre. Et là, on est en février, du coup... Je m'en remets seulement, mais voilà, j'ai plus les symptômes liés au Crohn. Ouais. Mais je me réadapte à mon corps, mon nouveau corps, quoi. Ouais. Ça, c'est ouf. Toi, t'as été hospitalisée, Lisa, ou pas? Non, moi, j'avais eu juste la coloscopie. Ouais. Depuis, j'ai pas... Heureusement, parce que c'est déjà tellement de trucs... moi, rien que, tu vois, aller traverser Paris pour aller prendre mon rendez-vous chez la gastro, je te jure, ça me saoule. Parce que... Pour moi, c'est une corvée. Hein. Puis, je sais pas comment c'est toi, mais moi, c'est un gros truc. C'est immense pour retrouver le machin. C'est horrible. Ouais, non, mais... puis, tu y vas, bien sûr, t'as rendez-vous à 14h. En fait, elle te prend à 15h presque. Ouais. Oui, c'est ça aussi. Une fois, j'ai attendu, je crois, même 1h30. Ouais. C'est horrible. En fait, c'est l'usine. Ouais. C'est l'usine. Ouais, c'est l'usine, ouais. C'est très frustrant. Ah ouais. Moi, du coup, j'ai été hospitalisée en 2015. Et c'est en fait ce qui a fait que j'ai enfin eu un traitement adapté. Donc, tu vois, je disais mon premier diagnostic 2012 et mon vrai traitement 2015. Donc, tu vois, il s'est passé 3 ans. Mais comme j'étais jeune, je le vivais... disons que j'arrivais à le mettre de côté et à quand même avoir une vie active. Mais handicapante, du coup. Et après, moi, ce qui m'a vraiment sauvée, c'est que j'ai jamais été salariée. Donc, du coup, ça me permettait quand même de passer du temps chez moi quand il fallait, etc. Et en fait, donc en 2015, j'ai fait un abcès, comme toi. Mais moi, c'était un abcès anopérinéal. Donc, en gros, il était juste au-dessus du périnée. Pour les gens qui ne savent pas où est le périnée, c'est entre le vagin et l'anus, quoi. Et donc à l'intérieur, juste au-dessus. Et donc, il avait tellement enflé que ça me faisait comme une balle de ping-pong. Je pouvais plus marcher, clairement. Je pouvais plus marcher. J'avais 40 de fièvre tous les soirs. Je me réveillais, j'avais la chemise de nuit complètement trempée. Alors, je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup, tu vois. Parce que t'es tout le temps dans le mal. Alors, je te raconte même pas aller aux toilettes. J'avais une hypersensibilité, mais comme si j'avais une plaie ouverte. J'ose même pas imaginer, ouais. Genre, vraiment, j'étais obligée de mettre... j'en étais à me dire, bon, je mets de la vaseline au niveau du derrière, quoi, pour pouvoir aller aux toilettes, parce que ça me faisait tellement mal. Tu redoutais le moment où t'allais devoir y aller, quoi. C'est ça, et surtout que, en fait, tu vas 15 fois par jour, donc... donc, c'est-à-dire que voilà. Tu passes ta journée en flip. C'est ça. Et en fait, moi, j'en suis arrivée à un stade où j'ai dit à ma mère, je devais faire une IRM, j'arrive par je ne sais quel moyen à me tracter jusqu'à la voiture de ma mère et à me mettre plus ou moins en biais pour pas être assise, parce que même m'asseoir, c'était impossible. J'arrive là-bas, ils me disent « Ah non, mais les machines, elles sont en maintenance aujourd'hui. » C'est une blague. Voilà. « Ah il faut revenir demain et tout. » Et en fait, on est rentré chez ma mère et j'ai dit à ma mère « Non, mais là, il faut que tu m'emmènes aux urgences. » Et elle me dit « Non, mais c'est demain ton rendez-vous, tu peux attendre demain. » Je fais « Non, mais là, je sais que si tu m'emmènes pas aux urgences, je vais pas passer la nuit. » Genre vraiment, j'ai été obligée de dire des mots super forts. Parce que je savais, l'état dans lequel j'étais, vraiment, c'était... j'étais au bout, quoi. Puis c'est dangereux, un abcès, s'il éclate et tout. C'est ça. Là, c'est et foutu. Donc, surtout là, en fait... Pas au bout de tes peines. Et donc, ma mère, elle me dit, mais t'es sûre, machin. Je dis, non, mais franchement, si tu m'emmènes pas, j'appelle les pompiers. Et donc, elle m'a emmenée.
Alors j'arrive, machin, ils me disent mettez-vous là dans la salle d'attente. Je dis non mais en fait je peux pas m'asseoir quoi. Donc j'étais sur un brancard dans le couloir pendant j'ai attendu 3 heures, je sais même pas en fait. Bref, au final ils me prennent la meuf, la médecin, elle me dit la médecin de garde, il y a la gastro de garde qui vient de partir, je vais l'appeler machin. Donc elle part la chercher. La gastro, elle est arrivée. Elle voit que je suis à l'article de la mort, que je lui dis que j'ai hyper mal. Vraiment, si à peine tu m'effleures du doigt l'anus, c'était sensible. Vraiment comme quand tu te coupes et que t'as une plaie ouverte, mais vraiment, tu vois. Et elle me dit « Oh oui, bon, ça va aller, hop, hop, elle met ses gants, lubrifiant, bam, elle rentre de force. » Et genre, j'ai failli tomber du brancard tellement je me débattais, tellement j'avais mal. Et en fait, elle m'a dit « Ah oui, il y a un abcès. » Et là, paf, elle l'a pété avec son doigt. Mais c'est une blague. Mais vraiment, franchement, désolée pour les détails super graphiques. Mais, mon Dieu, mais tu sais que sans anesthésie, sans rien. Ça me fait des frissons, là. Ah ouais, non, mais j'ai failli vraiment... Il y avait l'autre médecin de garde qui me tenait parce que j'allais tomber du brancard tellement je me débattais. Oh putain. Et après, bon, c'est d'une violence inouïe, mais par contre, ça m'a soulagée instantanément. Genre, la douleur, elle est passée tout de suite. Et après, quand j'ai regardé le brancard, genre au niveau de là où il y avait ma tête, il y avait une flaque d'eau. Genre tellement j'ai pleuré, hurlé, machin. Il y a de l'eau ou transpiration, j'en sais rien. Tellement c'était violent. Mais c'était pas dangereux de le percer comme ça, là? Elle m'a dit oui, mais enfin, elle m'a dit ça va vous soulager. Oui, ça m'a soulagé, mais comment elle l'a fait? Déjà, mets-moi au moins du gaz hilarant, fais quelque chose, tu vois. Genre, ouais, non, mais c'est vrai que c'est... Encore une fois, ça mais une crème anesthésiante, ou je sais pas. Rien. En mode balèque, let's go, tu vois. Ouais, genre aller au patient suivant, voilà, violence médicale sur les femmes noires, ça date pas d'hier et ça s'arrêtera pas demain, tu vois, malheureusement. Et donc après, ils m'ont dit, on va vous garder, machin. Et en fait, j'ai fait 10 jours d'hôpital, quoi. Ça, c'est sûr. T'es obligé de passer par là parce que, bon, là, elle est éclatée, elle est déjà sur place. Donc après, derrière, tu dois mettre en place des traitements style antibio, je pense. C'est ça. J'étais sous antibio, sous perf, sous tout. Et en fait, donc, je suis restée 3 jours dans cet hôpital. Et tous les jours, ils me disaient, faut que vous soyez à jeun, on va vous opérer. Sauf qu'en fait, finalement, ils m'opéraient pas. Donc, j'étais à jeun. Comme ça, moi j'ai des frères, à un moment, faut que je mange, quoi, tu vois. Oui. Mais en gros, j'étais pas prioritaire, donc voilà, 3 jours, machin. Finalement, le chirurgien, il était un peu frileux parce qu'il connaissait pas bien mon dossier. Donc on va vous transférer à l'autre hôpital où ils ont votre dossier. Donc il me transfère et rebelote, faut être à jeun. Ah non, finalement pas aujourd'hui. Non. C'est pour ça que ça a pris 10 jours, parce qu'en fait, en 3-4 jours, ça pouvait être plié, hein. Ouais. Et donc pendant ce temps, franchement, dédicace à tous les gens qui m'ont rendu visite, parce que j'ai eu un soutien, mais de ouf, que ce soit de ma famille, mes amis et tout. Vraiment, j'avais de la visite tout le temps. Et bref, ils finissent par m'opérer. Et en gros, c'est juste, ils te drainent l'abcès. Sauf que, vu là où il était placé, ils te mettent un céton, ce qui est en gros un petit fil, comme un fil de Scooby-Doo, tu vois. Ouais. Pour fermer le trou, quoi, entre guillemets, de là où il y a l'abcès. Ce qu'il faut préciser, c'est que l'abcès était la conséquence d'une fistule. Donc une fistule, c'est un chemin qui se crée à partir de ton intestin. Je crois que ma mère, elle a eu ça. Vers ce qu'il veut, quoi. Et donc là, en l'occurrence, moi, j'avais une fistule qui partait du rectum vers le vagin. Et donc du coup, en fait, la paroi, la fistule, elle a pas été jusqu'au bout, donc elle s'est bloquée et hop, ça a créé l'abcès au-dessus du périnée, tu vois. Ça s'est gorgé de merde, quoi. Et donc voilà, et donc ils te mettent le céton pour refermer cette fistule. Et par contre, pour finir dans le glam, le céton, faut bien qu'il sorte quelque part. Et donc, il sort par les fesses. Et donc, pendant 2 mois, je crois, t'as un fil de Scooby-Doo qui pend... T'as littéralement une queue, quoi. Voilà, un petit fil de Scooby-Doo qui pend des fesses. Donc, au niveau intimité, autant te dire que j'étais célibataire, ça tombait plutôt bien. Parce que tu dis, c'est hyper gênant et tout ça, quoi. Et voilà, quoi. C'est hardcore. Ouais. En fait, quand t'as ce genre de truc, enfin, c'est pas de la dignité, mais c'est ton ego, t'es obligé de le mettre de côté 5 minutes. Tu te sens comme... Mais moi, physiquement parlant, j'ai jamais eu ce cas de figure-là. Ouais. Moi, après, j'avoue que j'ai une fistule, enfin, un restant de fistule, ça fait une petite boule de chair au niveau de l'anus. Moi, personnellement, ça me renvoie à ma maladie à chaque fois, quand je le sens.
Et j'ai demandé à ce qu'on m'enlève ce bout-là, et en fait, ils sont un peu frileux sur ça. Ouais. Le chirurgien qui m'a opéré, qui est très bon, il m'a dit, lui, il voit pas l'intérêt, justement. Oui, parce que c'est pas actif. Ouais, puis il a noté que ça pouvait créer des complications par la suite. Ouais. Donc, parce qu'en fait, t'as tellement de terminaisons nerveuses au niveau de l'anus, etc., que si tu y touches, faut vraiment que ce soit indispensable. Parce que sinon, ça peut créer des problèmes de sphincter et autres. Donc, en fait, vaut mieux vivre avec ta petite boule et puis tout va bien que... Ouais, bah, c'est... Mais ouais. En fait, c'est des cicatrices qui se créent à cet endroit-là, quoi. Non, puis c'est pas gênant, voilà... mon frère, voilà, lui, c'était assez conséquent, donc ils ont dit ouais, effectivement, là, il faut l'enlever, quoi. Ah ouais. C'était vraiment très gênant pour lui. Moi, ça reste vraiment esthétique. Ouais. Et à cet endroit-là, bon, bah voilà, c'est moi qui le ressens, mais c'est vrai que bon, dans l'intimité, tout ça, ça peut. Non, mais qui va aller fais-vous. Oui, mais bon. Après, on sait pas, chacun c'est. C'est ce que j'allais dire. En fait, aussi, t'as l'orientation sexuelle aussi de chacun aussi qui peut rentrer en compte, hein, bien sûr. Et ça peut être gênant dans certaines circonstances. Ouais. Ouais, bon, après, c'est... Encore une fois, je pense que les complexes sont vraiment propres à chacun. Dans le sens où toi, ça va t'obséder, alors que la personne en face, je pense qu'elle en a vraiment rien à carrer. Ouais, c'est le cas. Hein. Ouais. Du coup, comment tu te sens maintenant, Marvin, depuis que t'as fait ton opération d'ablation ? Bah, je me sens... Ouais, comme tu l'as dit, tu ressens plus rien, en fait. Ouais. Je dis, ça y est, ces douleurs-là qui me gâchaient le quotidien ne sont plus là, et j'espère que ça va continuer comme ça. Mais en tout cas, voilà, moi, je commence à ressentir les effets bénéfiques de cette opération, qui était quand même lourde, hein, parce que franchement, voilà, on passe par le nombril, ça a été fait de manière très pro, très propre. Ouais. Mais il y a le après, quoi. En fait, ils t'injectent tellement de gaz, et c'est là où, moi, personnellement, ça m'a vraiment traumatisé, hein, parce que sur la coloscopie, c'est également ce qu'on fait, ce procédé de mettre du gaz dans les intestins. Mais moi, c'était vraiment une dose très forte. Ce qui fait qu'en fait, j'étais bloqué. J'avais super mal, j'étais sous morphine. Et en fait, bah voilà, t'as une petite zapette, en fait, et dès que t'as mal, en fait, tu appuies et ça t'injecte la morphine. Ouais. Sauf que la morphine, en fait, ça a un effet... ça te met en veille ton organisme. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il fallait que j'évacue les gaz, mais je ne pouvais pas, du coup, parce que la morphine, ça coupe ce système-là. Oui, tu sens plus ton, c'est ça. Ton corps, en fait. Ça te coupe la douleur, mais voilà, ton corps, ça le met au repos. Et finalement, c'est en prenant un autre substitut que ça m'avait soulagé, mais franchement, la période a été très compliquée de l'opération. Mais franchement, ça a été, moi, perso, c'est du positif. Là, actuellement, j'ai plus de symptômes et j'ai plus de traitement. Maintenant, je vais voir à faire un petit check-up et on verra par la suite. Ah, c'est cool. Comme quoi, y a toujours moyen d'aller mieux. Mais c'est vraiment moi qui suis allé à l'encontre de certains habits. Non, mais de toute façon, ça, c'est un truc, comme on disait un peu plus tôt, c'est une maladie qui est très solitaire, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui en souffrent et qui en sont atteints. Je trouve que c'est quand même une maladie vachement solitaire parce que tout se passe à l'intérieur de toi, quoi. Et ouais, enfin, c'est pas évident de parler de tout ça. C'est pas évident aussi de se faire comprendre. C'est ça. Les gens ne comprennent pas et ils peuvent pas, en fait. Ouais. C'est du fait que ce soit une maladie très solitaire, ça fait aussi que toutes les méthodes, toutes les choses qu'on peut mettre en place pour aller mieux, ça se fait beaucoup dans son coin, quoi. Ouais. Après, nous, on a pu échanger plein de fois sur ces sujets-là. Non, mais je pensais pas que t'avais vécu tout ça, tu vois. On est restés chacun dans notre coin. Ouais. On n'est pas forcément allé dans le détail. Et puis en plus, comme on n'a pas l'atteinte au même endroit et les mêmes symptômes et les mêmes traitements, enfin, tu vois, on réagit même pas pareil au même traitement. Donc, tu vois, c'est sûr. Moi, finalement, c'est pareil, puisque j'ai ma maman qui a la même maladie que moi. Ouais. Et pour autant, avant de venir ici, je lui ai demandé de me faire un audio pour pouvoir mieux comprendre, parce que finalement, on n'en a pas tant parlé que ça. Et pourtant, c'est ma mère, hein, mais... Ouais, on n'en a pas tant parlé que ça, finalement, de cette maladie. Ouais. Ça touche l'intimité, en fait. C'est ça. Après, à ce niveau-là, j'ai pas de gêne par rapport à ça avec ma mère, mais c'est plus... on en a parlé, mais on n'est pas allé rentrer dans les détails. Je sais pas, Ouais, mais ça se comprend. Hein.
Tu vois, même ma mère, ma sœur, mes sœurs, mon frère avec qui je suis très proche, je sais même pas si j'ai déjà dit tous ces détails-là, tu vois. D'ailleurs, ouais, il y a ce truc aussi où, donc à la fin de mon hospitalisation, j'ai eu un moment d'émotion de ouf parce que, donc ouais, tu vois, je disais, j'ai eu beaucoup de visites. Franchement, plus d'une 30aine de personnes sont venues me voir, tu vois. Donc c'était comme très cool et tout. Mais ouais, il y a un soir, ma mère était posée sur le bord de mon lit et tout, et j'étais là. Putain, mais horrible ce qu'elle a dû vivre pendant tout ce temps et tout. Donc. Important d'être bien entouré. Ouais, mais même moi, là, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui sont venues me voir à l'hôpital. Il y en a pas eu beaucoup, mais bon, comme on dit, c'est la qualité qui compte. Ouais, c'est clair. Sûr. Mais tu te dis, ouais, en tant que parent ou de proche d'une personne qui traverse des trucs comme ça, c'est pas. Oui, c'est facile, sûr. Même pour eux à vivre, en fait, tu vois. Même s'ils comprennent pas ou ils savent pas exactement ce que tu vis. Doivent se sentir aussi impuissants, je pense. Moi, mon mec, par exemple, qui est là quand je suis mal et que, en fait, ils ressentent pas. Ils sont pas dans notre corps. Donc, en fait, de voir quelqu'un que t'aimes comme ça dans une situation de détresse au final et de rien pouvoir vraiment faire et de pas comprendre, je pense que ça doit pas être facile. Et en vrai, c'est vrai que, comme tu dis, c'est important d'avoir des gens qui te soutiennent et qui te jugent pas en mode de toute façon, t'es qu'une chochotte, c'est bon, arrête de te plaindre, tu vois. Parce que il y en a qui seraient, comme tu disais, ton ami de l'époque qui t'a fait comprendre, c'est bon, arrête d'en parler, tu nous fais chier, quoi. Donc, en fait, peut-être si j'en parle, c'est parce que j'en ai besoin, parce que je me sens mal, en fait. Ouais, grave. Ouais, il faut extérioriser, hein, mais c'est pas évident. Et les personnes ne sont pas forcément compréhensibles de ça, et c'est pour ça il y a plein de moyens d'extérioriser ou de lâcher prise, tout ça, c'est pas évident. Ouais, grave. Le sport, la lecture, la méditation, l'écriture, tu vois, aussi, les podcasts. Et d'ailleurs, pour aborder ça sous un angle un peu plus drôle, est-ce que vous avez une anecdote un peu marrante ou un peu gênante relative à un moment où vous étiez en crise ou pas d'ailleurs? Moi, je vais revenir sur les fistules. Ouais. Comme c'est un endroit où t'as pas un visuel, moi, forcément, t'es curieux de ton corps, tu dis mince, je voudrais voir ce que c'est, donc j'ai demandé à une ex de l'époque, vas-y, prends en photo, parce que moi, je vois pas à quoi ça ressemble, quoi. Et quand j'ai vu ça, ça fait un peu un flop dans ta tête, tu dis, ah ouais, franchement, c'est pas très jojo, mais bon, c'est un endroit où peu de personnes peuvent voir la chose, mais bon, c'est vrai que c'était un peu... tu te demandes la chose... Franchement, c'est vraiment une grosse confidence que je fais. Hein. Mais ça, c'est... Avec le recul, j'en rigole quand même. Mais c'est marrant parce que du coup, ça veut dire que t'en étais pas si complexé que ça, finalement, puisque tu laisses quand même quelqu'un... Même si c'est ta copine, prendre une photo, moi je suis pas sûre que je laisse tu vois, aujourd'hui, c'est avec mon propre téléphone, mais c'est juste, moi je voulais avoir un visuel. Qu'est-ce que j'ai là en fait? Parce que je vois pas ce que c'est. Non, c'était très bizarre. Moi j'ai déjà checké avec un miroir, hein, très clairement. Ouais, mais voilà, mais en fait. Ah ouais, moi je crois que j'ai pas. Genre, j'aurais pas envie de voir. C'était un check. C'était tout simplement un check. Enfin, t'as besoin de checker ce qui va pas, quoi, entre guillemets. Donc. Mais elle s'en foutait complètement à l'époque, tu vois, cette personne-là. Mais bon, c'était moi pour mon estime. Je dis mince, franchement, c'est pas Jojo. Hein. Ouais, après, oui. Ouais. Bon, après, en règle générale, un trou du cul, c'est pas très beau. Donc, de toute manière, j'ai envie de dire. Ouais. Ça va, quoi. Ouais. D'ailleurs, ça me peut penser au médecin, celui qui m'a le mieux suivi, qui manquait de tact, mais qui était très drôle et très professionnel malgré tout. Comment va ton anus aujourd'hui? C'est souvent la question qu'il me posait. Donc, comment va ton anus? Ou ton trou de balle, il disait, mais il était très franc du collier, mais du coup, malgré ça, il arrivait à me détendre. Il mettait à l'aise, ouais. Ouais, il me mettait à l'aise. Cool. Donc, entre la première consultation où j'étais à quatre pattes avec un doigt dans les fesses, où j'étais vraiment très, très gêné. Liens, hein. Après, voilà, ça crée des liens. Non, mais voilà, après, on se dit, on sait à quoi s'attendre, voilà. Ok, tout semble normal, voilà. Et puis, on parlait de tout et de rien, en fait, il s'intéresse à la personne, tu vois. Il me dit, comment il va, ton frère et tout. Franchement, vous êtes costaud dans la famille, hein. Il me dit, je suis content quand même que vous allez mieux, tout ça. Tu vois, c'est des mots qui réconfortaient, donc voilà, c'était le docteur Luc Vendôme, petite dédicace. Il était vraiment au top. Maintenant, il est à la retraite. Ouais.
Moi, j'étais tombée sur un autre gastro qui était cool aussi, vraiment. Tu vois, il m'avait vu vraiment juste avant que je me fasse hospitaliser. Et je l'ai revu peut-être 1 an après ça. Et il était tellement saucé de me voir en bonne santé. Ça me fait trop plaisir. Tu vois, il me disait « Oh là là, mais vous allez bien, c'est trop bien » et tout. Enfin, vraiment, tu vois que c'est sincère, quoi. Donc ça fait plaisir des médecins comme ça, tu vois, parce que j'ai parlé des violences médicales et tout, mais heureusement quand même qu'il y a des médecins qui sont cool. Exactement. Et qui sont vraiment, vraiment dédiés à cette cause, quoi. Enfin, à aider les gens à aller mieux et qui font leur travail avec sérieux. Et... en fait, ils voient tellement de monde. Nous, c'est notre vie. Et eux, c'est tellement de monde qu'ils en perdent un peu leur empathie. Leur humanité. Oui, parce que t'as l'impression d'être à l'usine, en fait. C'est ça. Quand t'attends sur le brancard, là, dans le couloir pendant des heures. C'est terrible. Je l'ai ressenti aussi, ça aussi. Hein, c'est à la chaîne. Et puis, toi, c'est toute ta vie, en fait. Tu joues ta vie. Et eux, t'es juste un numéro dans la journée. Ils vont en avoir 600 derrière, tu vois. Enfin, Mais ça, après, c'est peut-être par le manque de moyens. Peut-être le manque de personnel aussi. Donc, c'est encore un autre sujet. Après, il y a aussi des cons, je pense. Mais ouais, aussi. Ça, c'est... Aimer, t'en as des biens. Ouais. Et du coup, toi, Lisa, est-ce que t'as une anecdote un peu marrante ou gênante Je réfléchis, mais j'ai rien de fou. Enfin, rien de... Non, franchement, honnêtement, j'ai pas vraiment d'anecdote drôle ou... Ouais. Pour ma part, j'avais fait un voyage en Thaïlande avec une amie, Audrey, si tu m'entends, big up. Et en fait, on était copines à l'époque, mais on se connaissait, mais on n'était pas super proches ni quoi que ce soit. On avait plus une amie en commun. Et on s'est dit, vas-y, on part ensemble. Et si ça se passe bien, tant mieux. Et si ça se passe pas bien, chacune va de son côté, quoi. Ok. Et en fait, c'était vraiment, c'était 2-3 mois avant que j'atterrisse à l'hôpital. Donc j'étais déjà bien en crise, tu vois. Et je lui dis, dans l'avion, je fais, faut que je te dise, voilà, j'ai une maladie, je vais tout le temps aux toilettes. Et en fait, ça m'a permis de dédramatiser le truc. On en a ri, mais pendant tout le voyage, quoi. Alors que moi, j'en bavais de ouf. Parce que t'es en Thaïlande, c'était la première fois que j'allais en Asie en plus. Donc, tu sais, ton microbiote s'adapte et tout. Donc, j'ai eu des moments, compliqué, mais pour autant on arrivait à en rire, etc. Ou parfois on était en soirée sur la plage, je dis faut que j'aille chier, je reviens. En fait, ça permet de dédramatiser le truc de non, moi je fais pas caca, tu vois, genre un peu ce truc qu'on pouvait avoir peut-être quand on était plus jeune, c'était la honte. C'est ça. Là tu te dis écoute. Nous les mecs, on est devenus super proches suite à ce voyage-là, tu penses bien. Nous, les mecs, sur ça, on s'en foutrait un peu plus, on serait plus décomplexés, mais c'est vrai que pour les femmes, c'est différent. Ouais. C'est fou, hein. Tu vois, justement, moi, quand je me suis mise avec mon copain, je me disais, putain, mais comment je vais faire Parce que c'était une période où j'étais quand même très ballonnée, pendant, justement, jusqu'à ce que je vois ma naturopathe et que j'adapte mon alimentation, je pétais énormément. Alors, pour le coup... le truc cool, c'est que ça pue jamais, mais par contre, je pétais tout le temps et bruyamment en fait. Tu vois, donc je me dis, mais comment je vais faire avec mon mec, mais moi, c'était l'inconfort, les ballonnements, et puis tu sais que tu vas avoir une partenaire le soir, enfin pour ma part, et je dis mince, en fait, je me sens pas bien dans mon corps, donc au moment de passer à l'acte sexuellement, ça va être compliqué. Tu te sens pas bien, et c'est arrivé pendant une semaine, je voyais quelqu'un régulièrement, et j'étais tellement mal que c'est là où j'ai dit je t'avoue, là je suis pas bien, je vais peut-être aller aux urgences. C'est jusque là en fait je disais rien, je gardais sur moi, mais je faisais comme si tout allait bien, que ça soit au lit, que ça soit au quotidien, les pizzas, tout ça, les sorties. Et puis en fin de compte j'avais un abcès, quoi. Et au final c'est encore pire, quoi, que si t'en avais parlé un peu. Non, franchement j'ai pris sur moi, mais je vais pas c'est pour ça que moi je voulais pas revivre ce truc où justement comme t'as la gêne, machin et tout, du coup vers les débuts tu fais quand même attention à pas te lâcher comme ça et tout, mais vraiment moi ce qui m'a libéré, c'est que mon copain, je sais pas, au bout de 2-3 semaines qu'on était ensemble, il me fait faut que je te prévienne, je suis un gros péteur. Je dis ça tombe bien parce que moi aussi. Alors justement, à ce propos, c'est devenu un jeu, quoi, parce que avec les bruits que ça peut faire, parfois pas mal celui-là. Ouais, je pense qu'en vrai, t'es vraiment bien avec une personne. Si tu peux péter devant elle, c'est que c'est bon, tu vois. Elle a une anecdote. C'est que t'es ok, quoi. J'en sais qu'elle avait une anecdote, mais non. Ah non,
Non, pas spécialement, mais franchement, ouais, je pense que t'es vraiment à l'aise avec une personne à partir de ce moment-là où si t'es OK, je vois. C'est ça. Moi, voilà, c'est le seul symptôme, entre guillemets, qui persiste là, parce que, voilà, c'est suite à l'opération, en fait, toute la zone abdominale, tu dois la mettre au repos et pas la solliciter. Du coup, tu perds en tonicité. Et maintenant, voilà, je sens j'ai un ventre assez gonflé facilement, après avoir mangé. Parce qu'en fait, déjà, les intestins sont très longs. Dès que tu as une inflammation des intestins, pour peu que ton intestin gonfle ne serait-ce que d'1 millimètre, forcément, ton ventre il va être gonflé. Ouais. Parce qu'il faut plus d'espace pour que ça... Pour que ça rentre, ça passe là-dedans. C'est pour ça que le ventre est dilaté et grossi, quoi. Comment vous vous sentez en ce moment ? Très bien. Là, à l'instant où on parle... Non, je me sens bien. Physiquement. Bon, un peu fatigué, voilà, j'ai toujours cette fatigue et tout, mais ça va. Moi, c'est pareil. Je suis fatiguée en ce moment, mais par contre, moralement, ça va beaucoup mieux. J'ai un pic là de... Est-ce que c'est parce que peut-être Non, j'allais dire le soleil revient, mais on a eu un jour de soleil, donc on va pas s'emballer, c'est pas ça. Mais je sais pas, j'ai un pic de boost un petit peu, et même si je suis fatiguée, Ouais, ça va beaucoup mieux. Moralement, en tout cas, j'ai beaucoup plus de motivation, je fais plus de projets, j'essaie de plus être dans l'ouverture de tout ça, quoi. Ouais, c'est bien. Et toi ? Moi, je me sens vachement bien aussi en termes de morale. Et ça fait un moment que ça dure, donc je suis assez contente. Parce que, voilà, c'est... les dernières années... ça a beaucoup été en dents de scie, tu vois, où j'ai eu des phases de mou, où pendant, je sais pas, 1 mois, t'es pas très bien, t'es un peu triste, ou tu sais pas trop, machin. Et là, franchement, je suis tout le temps bien. Donc, tant mieux. Bien ou mieux, tu vois, genre, et pas mal en tout cas. Et par contre, ouais, gros épisode de fatigue, comme je disais, là, cette semaine, c'était vraiment compliqué. Là, ça va mieux depuis hier, j'ai senti tout de suite le switch. Mais sinon, ouais, ça va. Pas de douleur, pas de douleur abdominale. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous souhaitez ajouter par rapport à tout ça ? Mais moi, je pense que les gens devraient, mais qu'ils aient le chrono pas, en fait, dans un souci de prévention, dès qu'ils ont les moindres symptômes ou doutes, qui prennent le temps de consulter un spécialiste, un gastro-entérologue, pour vraiment prendre le temps d'en discuter et d'être fixé aussi, parce que franchement, le problème, c'est je pense que le plus gros ennemi, c'est la désinformation, et si on laisse traîner les choses, ça peut... être grave. Voilà, ça peut compliquer les choses. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça, ne pas avoir honte, et de toute manière, en vrai, même si c'est... Faut le dire, hein, c'est pas agréable. Moi, je me souviens à mon premier rendez-vous, quand elle t'ausculte, c'est un mauvais moment à passer, parce que tu te sens, t'es dans une position qui est assez humiliante. Après, voilà, ça dure 10 secondes, et après, au moins, tu vois, tu fais le pas vers ta santé, dans le sens où si tu fais rien, peut-être par peur, par pudeur ou je sais pas quoi, c'est là que ça peut être vraiment grave, et au bout d'un moment, tu vas plus avoir le choix, et ça peut être très grave. Ça peut être irréversible, en fait, tout simplement. Ouais. Donc, ouais. Ouais, moi, j'ajouterais que les personnes malades et même les autres, faut faire très attention à votre santé mentale et à ce que vous mangez, quoi. Ouais, santé mentale, vraiment, les émotions refoulées, y a rien de pire pour atteindre son corps, on va dire. Et puis, vraiment de vous supplémenter en vitamines et autres minéraux pour pallier à tous les symptômes dépressifs et autres coups de mou qui peuvent être liés à la maladie ou pas, justement, quand on est et partir à la plage. Prenez le soleil autant que vous pouvez. Pour finir, est-ce qu'il y a une citation, un proverbe ou un conseil autour de la maladie de Crohn et de la RCH que vous souhaitez partager avec nos auditeurs et auditrices ? Là, tu me prends de court. Non, là, comme ça, je t'avoue, une citation ou un proverbe. Moi, j'ai rien. Ou un conseil, hein. Non, par contre, là, j'ai sous les yeux, en fait, parce que je parlais de patient expert.
En fait, ce cheminement, je sens vers la guérison. Moi, je suis passé par AFA Crohn RCH France. Je sais pas si vous connaissez. Non. Du tout. Voilà, AFA Crohn RCH France, en fait, c'est un site qui t'explique énormément de choses et qui t'informe sur ta propre maladie, que ce soit dans le quotidien, voilà, en termes de... que ce soit au niveau sport, au niveau sportif, au niveau alimentation, tout ça. C'est vraiment un site qui regroupe beaucoup d'informations sur ces maladies-là, en fait. D'accord. Okay. Donc ça permet d'être guidé un peu dans... Exactement, et de tomber sur et d'avoir les coordonnées de personnes avec qui tu peux échanger en direct. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est suite à ça que voilà, j'ai pu être orienté vers la bonne voie. Ok, d'accord. Merci, c'est bon à savoir. Et toi, Lisa? Franchement, vu au stade dans lequel je suis, j'ai pas spécialement de conseils parce que moi-même, je suis pas... Non, j'ai rien. Désolée, mais là, il n'y a rien qui me vient. Moi, je me suis inventé ma petite citation ou proverbe, mais je dirais que vivre avec Crohn, c'est comme jouer à la roulette russe, sauf que la balle, c'est une envie pressante et que le chargeur est tout le temps plein. J'ai failli faire une petite blague comme ça tout à l'heure quand tu parlais de l'hôpital. Mais je me suis dit, tais-toi. Ok. Je sais pas si vous l'avez, mais... Si. Ouais, et puis j'ajouterais aux personnes atteintes d'une MIS-C que vous n'êtes pas seules, que c'est un parcours très solitaire, malheureusement, mais que, voilà, enfin, vous n'êtes pas seules et... Allez sur les forums, parlez autour de vous, renseignez-vous, écoutez du contenu, de bougies parfumées. Et puis souvent, on se doute pas à quel point il y a de nombreuses personnes, et parfois dans notre entourage, qui ont ça. Ouais. Et comme on disait, c'est pas une maladie dont tu vas te vanter. Enfin, personne se vante d'une maladie, mais c'est pas un truc dont tu vas parler comme ça, ouvertement, forcément. Donc, parfois, tu sais pas, mais des gens dans ta famille, des amis à toi, ils ont la même chose que toi et tu peux échanger. Moi, je sais qu'à l'époque, parler avec toi quand j'ai été diagnostiquée, ça m'avait fait du bien parce que je m'étais dit, purée, il y a quelqu'un que je connais qui a à peu près la même chose, qui peut me donner des conseils quand j'arrive pas à en avoir de mon médecin, quoi. Ouais, donc, faut pas hésiter à en parler autour de soi, quoi. Alors, pas forcément l'advertise, etc. Encore que, moi, je suis assez à l'aise avec ça, donc je sais que c'est déjà arrivé dans des conversations tout à fait random de dire « Ouais, j'ai la maladie de Crohn, etc. » Ah ouais, moi, je m'en fous, je suis totalement décomplexée là-dessus, genre... Mais moi, maintenant, j'essaye de plus trop en parler, en fait, et de passer à autre chose. C'est vrai que moi, c'est plus un sujet, mais je pense qu'au début, t'as peut-être une phase où t'as besoin d'en parler. Ah, bien sûr, oui, totalement. Voilà, pour toi-même, je pense, l'auto-intégrer, que voilà, c'est un nouveau modèle dans ta vie, c'est un nouveau pion sur ton échiquier. C'est pas un truc que je vais dire parce que j'ai besoin de le dire pour que la personne le sache ou quoi, mais c'est que ça va forcément... Enfin, si vraiment j'ai une conversation qui part loin avec quelqu'un ou que j'ai une relation avec quelqu'un qui va évoluer, ça va forcément venir sur le tapis parce que vu que j'ai mon eczéma, j'ai certaines choses qui vont avoir un impact sur mon quotidien, ça vient forcément au bout d'un moment complètement. Tout à l'heure, j'étais à la pharmacie, j'ai dû expliquer que j'avais une RCH pour expliquer pourquoi j'avais besoin de crème pour l'eczéma. Donc, au final, ça vient forcément sur le tapis, quoi. Exactement. Ouais. J'ai une citation. Vas-y, je t'écoute. Mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Même si je sais qu'à la base, cette citation-là, c'était plus des gens, l'esprit, la spiritualité. Quoique j'ai envie de dire, peu importe les personnes, on va dire le cheminement pour qu'elles se sentent bien dans leur tête, que ce soit religieux, spirituellement ou quoi. Je pense que c'est quelque chose qui est pas à négliger. D'être bien déjà dans sa tête et de ne pas négliger, du coup, son corps aussi également. Exactement. D'en prendre soin. Ça marche ensemble, quoi. Voilà. Merci. De rien. Merci à toi. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à laisser des petites étoiles si vous êtes satisfait du contenu. Vous pouvez également vous abonner aux réseaux sociaux du podcast disponibles en description. En attendant, je vous dis à la prochaine et vous remercie de votre écoute. À bientôt.